Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information du lundi 3 novembre 2025. Dans l'actualité ce soir, 4 stations de péage en construction dans le pays. Le projet porté par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics est matérialisé par le Fonds d'entretien routier. Les sites de Kindia, Mamon sont déjà identifiés. Et puis la marche vers la souveraineté alimentaire prend un nouvel élan. La Guinée et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé un cadre de programmation pays pour la période 2024 à 2028. Enfin, la Biennale de Guinée Biocop 2025, rendez-vous culturel annoncé du 7 au 15 novembre prochain. L'événement va célébrer le patrimoine culturel dans toute sa diversité. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, sur le quai du port commercial de la compagnie de Trans-Guinéen, la Guinée entre dans une nouvelle ère. L'arrivée des navires de transbordement automoteur du Simandou, symbole d'une ambition qui prend corps. Avec cette flotte stratégique, la Guinée change de dimension. Un tournant pour l'économie, un signal pour les partenaires et des horizons clairs pour l'employabilité des jeunes. Fatoumata Kourouma, David Silla. Ce 2 novembre 2025, sur le port de la compagnie du Trans-Guinéen, la Guinée franchit une étape historique. Le pays réceptionne ce jour la première flotte de 23 navires de transbordement automoteur, chacun capable de transporter 12 000 tonnes de minerais de fer. Une infrastructure stratégique essentielle à l'opérationnalisation du méga-projet intégré Simandou et un jalon majeur vers la vision Simandou 2040. Au cœur de cette cérémonie, un message clair. La Guinée change d'échelle. À travers cette flotte moderne, le pays se positionne désormais comme un futur leader du transport et de l'exportation mondiale de minerais de fer. Le directeur général de Rio Tinto souligne le fruit d'un partenariat stratégique et fécond entre la Guinée et ses partenaires industriels. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un effort conjoint de l'ensemble des parties prenantes pour boucler le système de production, de transport et d'acheminement du minerai de fer sur le marché international. Nous sommes présents aujourd'hui pour célébrer, certes, les bateaux que vous voyez, mais aussi, je pense aussi, ce partenariat fécond qui va permettre à la Guinée de se positionner comme exportateur majeur du minerai de fer dans quelques semaines. Pour Winning Consortium Simandou, ces navires conçus pour optimiser les volumes et sécuriser les opérations de transport incarnent l'excellence technologique et la performance logistique. Ces navires, conçus et livrés pour transporter les minerais de fer de Simandou, illustre notre engagement commun à bâtir des infrastructures modernes, durables et au service du développement national. Elles permettront d'assurer une logistique fluide entre les différents sites du projet, renforçant ainsi la chaîne d'exploitation du fer de Simandou, un pilier de la future économie guinéenne. En ce qui concerne Baou, le géant mondial de l'acier, cette étape est la preuve d'un projet intégré mine-infrastructure mené avec rigueur. Un modèle de coopération juste, équilibré, gagnant-gagnant. Nous avons aujourd'hui célébré ensemble avec nos partenaires de WCS et aussi de l'État guinéen pour la finalisation et la dernière maillon de la finalisation de notre projet de logistique et transport pour le projet Simandou. Nous souhaitons que cette nouvelle joint venture ait un autre succès. Nous souhaitons que aussi cette nouvelle joint venture nous aide à établir des nouvelles standards internationaux pour ce genre de coopération dans le transport du minerai de fer. Le président du conseil d'administration de la CT a souligné que cette réception illustre la guinéisation prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. La Guinée maîtrise désormais ses infrastructures, son transport et son avenir industriel. Conformément à la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, le port de Moribaya n'est pas qu'un port minéralier. Il y a aussi un quai conventionnel où nous avons aujourd'hui décidé d'exposer les navires de transbordement. Conformément aux instructions qu'on a reçues du chef de l'État, il faut s'assurer que toute la chaîne
logistique est incluse dans le projet Simandou. Aujourd'hui, c'est une preuve que la guinéisation voulue par le chef de l'État et suivie par le comité stratégique va se concrétiser. Des mines en passant par les rails et le port. Aujourd'hui, nous sommes connectés au marché mondial grâce à cette vision du chef de l'État. Ici, sur le port de la CTG, ce sont des équipements de classe mondiale qui se déploient. 30 lignes de contrôle, 16 km de convoyeurs à bande, 4 cars dumpers, 6 stack reclaimers et 4 shiploaders capables de charger les navires avec une cadence inédite. L'ambition est claire, industrialiser, transformer et maîtriser toute la chaîne logistique minière. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, au nom du président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité, a rappelé avec force que le Simandou, tel que voulu et pensé par le chef de l'État, est désormais en marche. Il a souligné que ce moment est l'accomplissement d'un rêve national, celui porté par nos pères fondateurs, héritiers d'une vision d'indépendance, de transformation et de dignité économique. Le Simandou, tel qu'imaginé, pensé et conçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, il est fait. Le rêve de millions de Guinéens, depuis nos pères fondateurs, a été réalisé grâce à un homme, à un leadership. Il s'agit de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est un projet qui a 4 composantes. 2 mines, les blocs 1 et 2, opérés par WCS et son partenaire Baou. Les blocs 3 et 4, opérés par Simfer, Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Un chemin de fer de 650 km. Nous sommes sortis de l'exportation du minerai brut pour plus de chaînes de valeur dans notre pays à travers la transformation sur place. Le minerai du Simandou sera transformé sur place à travers la construction d'une aciérie de 500 000 tonnes par an ou d'une usine de pellets de 2 millions de tonnes par an qui est pour plus de chaînes de valeur dans notre pays. Ces produits seront utilisés en Guinée, dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Le projet Simandou, il est à l'instar de l'Empire britannique du 19e siècle. Le soleil ne se couche jamais. Les locomotives sont américaines, les wagons et la construction chinoise, les concasseurs allemands, la signalisation française, bref, avec des partenaires industriels des 5 continents. C'est un projet transformateur. Aujourd'hui, il transforme. Le minerai que vous avez aperçu au mois de septembre dernier dans l'un du président du comité stratégique à Kirouani prouve à suffisance que le minerai du Simandou est prêt à aller sur le marché. Au-delà des navires et des infrastructures, une dimension humaine et économique majeure se dessine. Emploi, formation, contenu local, opportunités nationales et chaînes de valeur nouvelles. Avec l'arrivée de ce navire, cela constitue la dernière composante de la chaîne de valeur pour transporter le minerai de fer depuis les 4 blocs de la mine de Simandou jusqu'au navire de haute mer pour pouvoir transporter avec toute sécurité et sûreté ces minerais de fer sur le marché international. Sur le terrain, les membres du gouvernement présent saluent une avancée structurante. D'abord, la dimension sociale, la montée en puissance du contenu local, la formation et les milliers d'opportunités attendues pour la jeunesse guinéenne. La réception aujourd'hui de ces 2 premiers navires est un jalon important dans le cadre du lancement prochain du projet d'exploitation, de la phase d'exploitation du méga projet Simandou. Je pense que ceci est extrêmement important pour nous Guinéens et que chacun puisse savoir que nous sommes à une phase de non-retour
pour le projet Simandou et que cette remise officielle aujourd'hui est extrêmement importante. Et ce que nous faisons également après cette phase de construction et la phase logistique qui est pratiquement bouclée avec la réception de ces navires, c'est de s'assurer aussi du développement du plan de contenu local sur la phase d'exploitation. De l'autre côté, c'est de vraiment saluer les efforts avec les partenaires industriels et la CTG par rapport à l'emploi des Guinéens. Les Guinéens qui ont été employés et sur toute la chaîne aujourd'hui de la phase de construction, nous avons vu vraiment des postes détenus par des Guinéens et ceci est salutaire. Nous allons œuvrer avec le comité stratégique également afin de nous assurer que pendant la phase d'exploitation, que les petites et moyennes entreprises soient au moins à plus de 51%, ceux qui ont des capitaux guinéens bien sûr, qu'il y ait de l'emploi et également créé tout au long du corridor et surtout qu'il y ait également le transfert de compétences et de technologies. Nous sommes passés d'une vision à un projet qui mobilise des partenaires et un projet qui rassure les partenaires. Il y a eu les signatures de conventions, les signatures de pactes d'actionnariat et ça a permis à tous les partenaires de se mettre au travail. La réception de ces navires, c'est la matérialisation d'une vision. C'est un espoir qui naît, c'est un espoir qui s'est construit quant à la création d'emplois pour des jeunes, parce que ce système de transport maritime va créer énormément d'emplois et ça permet également de confirmer que l'espoir pour la distribution et la redistribution des richesses que ce projet créera aussi se confirme. Et ça, c'est pour le bonheur des Guinéennes et des Guinéens. C'est un moment crucial dans la vie, dans l'opérationnalisation du projet Simandou, rendu effectif grâce à la vision, grâce au leadership du général Mamadi Doumbouya. Pour la construction, la réalisation du port ici à Moribaya et tout ce qui concerne également le transport maritime, cela a fait l'objet d'études d'impact environnemental et social associées à des plans de gestion environnementale et sociale. Et il faut noter également que l'État, la Guinée, est accompagné par des cabinets réputés d'ingénieurs conseils dans la mise en œuvre, le contrôle de ces plans de gestion environnementale et sociale. Puis l'enjeu des infrastructures, un corridor logistique moderne, du port au rail, conçu pour soutenir un réseau économique national intégré. Aujourd'hui, la mine est prête, le train est là, et aujourd'hui, on reçoit encore les deux bateaux qui vont transporter notre minerai. Et ça signifie quoi? Notre minerai va être sur le marché international. Et quand les minerais sont sur le marché international, ça veut dire qu'on aura du cash flow pour financer toutes les activités que nous désirons faire dans notre plan de développement. Moi, en tant que ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ça me permettra aussi d'avoir suffisamment les moyens, non seulement pour entretenir nos infrastructures qui existent déjà, nos routes, et construire de nouvelles routes. Cette réception est une confirmation imparable que le programme Simandou est en route et sera lancé le 11 novembre et il ne reculera pas. Dans le secteur agricole, la création donc des infrastructures liées à ce programme permettra de désenclaver les zones de production. Ça permettra aussi de créer des aménagements hydrauliques qui seront vraiment plus productifs pour les agriculteurs. Au-delà de cela, les infrastructures créées par le projet Simandou permettront aussi de faciliter le transport des produits agricoles des zones de production aux zones de commercialisation. Donc, à moindre coût, mais aussi avec plus de rapidité et plus d'efficacité. Cela va réduire les pertes post-récolte, mais nous permettra aussi de tirer profit de ces corridors et des infrastructures en mettant en place des agropoles dans lesquels on aura des zones de production intensive, mais aussi des centres de transformation agricole. C'est une avancée majeure pour nous, parce que vu que l'agriculture, l'agro-industriel, le commerce représentent le pilier 1 de Simandou. Au niveau de tout le corridor, il y aura tout un écosystème commercial qui va se mettre en place. Donc, ces barges viennent pour renforcer le dispositif qui sera mis au niveau du corridor Simandou. Sur le plan économique, c'est l'attractivité du pays qui se renforce, avec des retombées majeures pour la croissance et la monnaie nationale. C'est une avancée majeure qui va transformer la vie de ce projet et qui va permettre l'accès de la population à une connexion de premier rôle. C'est des infrastructures de connectivité. Et ces infrastructures de connectivité lient la Guinée au reste du monde. Et qui dit liaison de la Guinée au reste du monde, dit ce que nous appelons un pays ouvert, un pays compétitif et un pays qui tire parti
de tous les avantages liés aux transactions économiques internationales. C'est tout bénéfice pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des citoyens de la Guinée, de Conakry jusqu'à Zéro Corée. Simandou est un projet intégrateur, est un projet d'espoir, est un projet qui sort de la Guinée des ténèbres de la misère. C'est pour ça qu'on l'a adossé à un projet de développement national que nous appelons Simandou Vision 2040. L'utilisation des mines à un plan de développement pour éviter justement de gaspiller les revenus qu'on va tirer. Petit à petit, et je dirais même à grands pas, toutes les pièces du grand puzzle que constitue le projet Simandou sont en train de se mettre en place. Ça, ce sont les dernières pièces du puzzle. On a inauguré les rails, les trains, et aujourd'hui, c'est les bateaux qui vont transporter le minerai. Dans d'autres contrats miniers, les pays n'ont pas droit sur ces bateaux, mais comme le projet Simandou est spécifique en matière de préservation des intérêts de la République de Guinée, la Guinée a sa part dans toutes les composantes. C'est quelque chose qui me réjouit beaucoup, et savoir que toutes ces pièces-là vont rapporter une à une des ressources importantes pour les caisses de l'État. Sur le plan de la coopération et de la diplomatie active, la nouvelle dynamique s'est affirmée avec force à la tribune des Nations Unies, portée par la vision du chef de l'État, qui a exprimé sa volonté de partenariat respectueux, équitable et gagnant-gagnant. C'est la première fois au monde que, en Afrique surtout, que toutes les puissances financières, économiques, diplomatiques se retrouvent là autour d'un grand projet, et au lieu de se bagarrer, passez-moi l'expression, se donnent la main pour appliquer une vision, la vision du président Mamadi Doumbouya. Mais cela vient aussi du discours diplomatique qu'il a tenu à la tribune des Nations Unies, quand il a dit « Nous ne sommes ni pro ni anti quelqu'un, nous sommes simplement pro-guinéens, pro-africains ». C'est cela. Donc aujourd'hui, c'est la diplomatie sous le leadership du président Doumbouya qui est en train de faire ses preuves économiques. Nous sommes en pleine diplomatie économique appliquée à la diplomatie tout court. Donc le peuple béguinéen doit se sentir fier, et nous devons continuer à nous donner la main. C'est dans la paix que tout cela peut continuer. Donc l'unité nationale, la paix autour de notre président qui a eu cette vision lumineuse de sortir nos richesses de sous terre pour en faire la prospérité de notre pays. Il y a 3 ans, 4 ans, on parlait de ça sur les papiers. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Et ça rentre en droite ligne de la coopération internationale. Une coopération qui est axée avec le Singapour, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Australie, avec le monde entier. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est en transformation, c'est un pays qui est en refondation. Donc, on est vraiment content de cela aujourd'hui. Et ce qu'on nous a expliqué, les ingénieurs, c'est de former les jeunes ingénieurs dans le cadre de Simandou Academy, parce que ces trains vont être conduits par les Guinéens et vont être maintenus par les Guinéens. Aujourd'hui, tout est réuni pour l'activation du programme Simandou 2040. Le minerai sera transformé ici, en Guinée. C'est une révolution industrielle, écologique et souveraine. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. C'est la matérialisation concrète, effectivement, de ce qui avait été annoncé depuis les premiers jours quand nous avons signé les premiers documents de ce projet sous le leadership du chef de l'État. Toutes les conditions sont regroupées aujourd'hui pour le lancement dans les prochains jours du projet. Et la dernière étape va rester la construction de la scierie, pour laquelle les études de faisabilité devraient être déposées 2 années exactement après la date de commercialisation. Ça veut dire que ça aussi, ça vient à grands pas. Simandou complètement dérisqué, comme c'est souvent dit. Mais l'important aussi, c'est de rappeler que dès le premier jour d'exploitation, les rails, les ports, même ces bateaux-là sont aussi la propriété de la Guinée. C'est ce qui est l'innovation dans ce projet-là. En tout cas, nous voulons encore une fois, derrière cette réception, saluer le leadership du chef de l'État,
mais aussi la constance du président du comité stratégique qui a pu mettre toutes les parties ensemble pour parvenir aux résultats que nous voyons aujourd'hui. Quand la vision rencontre la discipline et l'ambition nationale, les continents s'alignent. Avec le Simandou, la Guinée ne suit plus le mouvement, elle le crée. Ainsi, elle forge son avenir, construit son influence et affirme sa place sur la carte minière, industrielle et stratégique du monde. Et puis, la Cour suprême de la République de Guinée porte à la connaissance du public en application des dispositions de l'article 46 de la Constitution et de l'article 46 de la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral. Le premier président de la Cour suprême a pris l'ordonnance numéro 017 PPCS 2025 du 24 octobre 2025 instituant un collège multidisciplinaire de médecins assermentés placé sous l'autorité de la Cour suprême. Ce collège est chargé de procéder à l'examen médical, à la certification de l'aptitude physique et mentale des candidats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À cet effet, la Cour suprême informe l'ensemble des autorités concernées, les partenaires institutionnels ainsi que le public qu'une cérémonie officielle d'installation du Collège des médecins assermentés se tiendra le mardi 4 novembre 2025 à 9h précise au siège de la Cour suprême. La cérémonie sera présidée par M. Yaya Boiro, président de la première chambre civile, commerciale et sociale de la Cour suprême, assurant l'intérim du premier président. La Cour suprême a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à veiller conformément à la loi, à la transparence, à l'intégrité et à la régularité du processus électoral présidentiel de la République de Guinée-Conakry le 3 novembre 2025. Le président par intérim, Yaya Boiro. Au port autonome de Conakry, une rencontre sur la congestion exceptionnelle observée ces derniers temps. Des mesures ont été annoncées pour une continuité des opérations logistiques. Le conclave a permis également de passer en revue les chantiers prioritaires lancés pour désengorger les espaces de stockage interne du port. Abakar Diaby, Souleymane Kaba. Pour faire face à l'urgence de congestion, cette rencontre mobilise toute la communauté portuaire du pays pour répondre à la problématique des conteneurs vides et autres défis imminents. Ces acteurs issus du port autonome de Conakry, de la douane, des autorités publiques et des partenaires privés se concertent à l'effet de garantir la continuité des opérations logistiques et préserver l'approvisionnement du pays en marchandises. Déjà, plusieurs plans d'urgence sont envisagés, comme l'aménagement des nouveaux sites à Kamaye, Kidal et Blue Zone en vue de désengorger, dans un bref délai, les espaces de stockage internes du port. Je ne dirais pas qu'on a manqué d'anticipation, mais je pense qu'on a été surpris du succès. En anticipant, généralement, vous estimez. Vous faites des estimations, vous comparez les années précédentes, vous dites qu'il y a une augmentation entre 21 et 22, 22 et 23, 23 et 24, vous faites une moyenne, vous regardez les tendances, vous faites une augmentation. Chose qu'on a faite et on a mis des projets en cours, on a commencé à les construire. Mais maintenant, on se rattrape et on essaye de rectifier le tir et aller vite. La direction générale du port autonome de Conakry reste résolument déterminée à réitérer ses récents exploits dans le domaine portuaire à l'échelle internationale. Avec ses partenaires, elle compte fluidifier les mouvements de camions pour accélérer constamment la rotation des navires au bénéfice du peuple de Guinée. Des actions concrètes et coordonnées pour résorber la congestion exceptionnelle observée ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre sous l'égide et sous la direction du port? On a aussi un peu modifié l'ordre de rotation des bateaux et modifié les priorités de déchargement des bateaux pour donner la priorité d'abord et avant tout aux importations, aux conteneurs qui rentrent et donc aux marchandises que les Guinéens attendent, que les réceptionnaires attendent, plutôt que de réembarquer les conteneurs vides qui vont d'abord attendre un petit peu.
Cette mobilisation collective avec l'ensemble de la communauté portuaire, à savoir Conakry Terminal, Alport Conakry, la douane, ainsi que l'association guinéenne des consignateurs maritimes et les forces de sécurité, vise à conjuguer les efforts pour rétablir la bonne prestation des services au niveau du port de Conakry. Nous avons l'extension des quais en cours. En un an, nous allons finir de réaliser un nouveau quai de 500 mètres linéaires qui va augmenter encore la capacité de 75%. Et en 2 ans, on augmente ainsi de suite. Un autre quai sera réalisé. Donc la capacité sera doublée en 2 ans au niveau du port de Conakry. Ça permettra de répondre aux besoins de l'économie actuelle. Ces acteurs rassurent tous les usagers et les partenaires sur la mise en œuvre des dispositifs fiables pouvant faciliter le retrait des marchandises. Comme annoncé dans les titres, 4 stations de péage et péage en construction dans le pays. Le projet, porté par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, est matérialisé par le Fonds d'entretien routier. Les sites de Kindia et Mamou sont déjà identifiés en présence des entreprises qui doivent réaliser les travaux et les populations riveraines ainsi sensibilisées sur la nécessité du projet. Abakar Junior Kamara. C'est ici à Frintamba, district de Koulibaya, dans la sous-préfecture de Bambia, Kindia, que le Fonds d'entretien routier doit installer une de ses stations pesage-péage. Une mission d'évaluation et de sensibilisation conduite par le directeur général du FER, en compagnie des entreprises qui doivent exécuter les travaux, s'entretiennent avec les communautés impactées par le projet. Ce poste de péage va nous apporter beaucoup de choses, surtout sur le développement local. Nous sommes prêts à accompagner l'État par la sensibilisation des parents, des communautés, pour accepter et adhérer aux idéaux de ce projet. La route coûte très cher, il faut trouver des mécanismes de financement d'entretien. Et c'est pourquoi nous envisageons de construire les postes de péage et de paysage sur la RN1, la RN4 et la RN6. C'est un des objectifs fixés par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics pour trouver des financements et maintenir le réseau routier guinéen. De Kindia, nous voici à Mamou. Ici, la zone qui doit abriter la 2e station sur la route nationale numéro 1 est aussi identifiée. Tous ceux qui sont dans l'impasse du projet seront recensés, calculés. Après, il y a une mission de conciliation qui passe pour faire savoir aux impactés les montants qui sont arrêtés pour leur compte. L'État ne veut pas appauvrir sa population. 2 entreprises sont recrutées pour exécuter ces travaux. L'une est française et l'autre est guinéenne. Elles s'engagent à respecter le délai contractuel et réaliser des ouvrages de qualité. C'est les systèmes les plus modernes qui puissent exister, des systèmes à base de télépéage qui acceptent tous les moyens de paiement, qui classifient automatiquement les véhicules et qui donnent effectivement des chiffres comptables de recettes tout à fait précis, sans jamais d'erreur. C'est quelque chose qui va apporter énormément au pays pour l'entretien des routes. Et donc l'entreprise Metal Plus assure la part de contenu local et est pleinement mobilisée pour réaliser un travail de très grande qualité. Ce méga projet a un double enjeu: rentabiliser les infrastructures routières pour leur entretien, mais aussi sécuriser les routes à travers le contrôle des poids. La marche vers la souveraineté alimentaire prend un nouvel élan. La Guinée et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé un cadre de programmation pays pour la période 2024-2028 avec à la clé un montant estimé à plus de 34 millions de dollars américains. Mamadou Saliouba, Youssouf Kamara. Derrière cette série de signatures se cache une volonté ferme de transformer en profondeur le secteur agricole guinéen. Une ambition portée conjointement par la République de Guinée et la FAO à travers le cadre de programmation pays 2024-2028. Cette signature n'est pas une simple formalité. C'est vraiment le sceau d'un partenariat renouvelé, d'un engagement partagé et d'une vision ambitieuse pour l'avenir agricole et rural de la Guinée. Ce cadre de programmation pays est le fruit d'un processus consultatif, inclusif, qui a impliqué le gouvernement de la Guinée, les producteurs, le secteur privé, la société civile, la jeunesse et l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents dans le pays. Ce cadre, ce n'est pas juste un document, mais ça témoigne de la solidité du partenariat entre la Guinée et la FAO, d'un côté.
Un partenariat qui est là depuis plusieurs années et qui vraiment a permis à la Guinée d'améliorer ses compétences, d'accompagner ses agriculteurs à améliorer leurs revenus, à créer de l'emploi. Des montants de plus de 34 millions de dollars US, ce cadre a pour principal objectif la transformation durable des systèmes agroalimentaires en vue d'assurer une production plus performante et une meilleure nutrition pour tous. Nous inscrivons aussi largement sur le cadre de stratégie 2022-2031, articulé autour des 4 meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie. Pour nous, ce cadre n'est pas seulement une feuille de route, mais c'est une source d'inspiration qui fait écho à notre propre ambition nationale, inscrite dans le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Ce partenariat renforcé entre la Guinée et la FAO va contribuer à stimuler la production agro-sylvopastorale et halieutique en renforçant la résilience des communautés rurales et améliorer la protection sociale sur l'ensemble du territoire national pour la période 2024-2028. À l'extrême sud du pays, la société guinéenne de palmiers, le DVA, poursuit ses réformes en faveur d'une entreprise plus moderne et compétitive, d'où le lancement des travaux d'élaboration de son plan stratégique et de son contrat programme. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Identité agro-industrielle phare du pays, la société guinéenne de palmiers à huile et DVA poursuit sa marche vers l'excellence. Face aux nombreux défis du monde moderne, se réinventer est bien plus que nécessaire. C'est un impératif qui réunit cadres, experts guinéens et étrangers sur l'élaboration d'un plan stratégique et du contrat programme. C'est de faire un état des lieux et d'élaborer une feuille de route stratégique à moyen long terme qui inclut l'ensemble des métiers, l'ensemble des fonctions sur la base d'un diagnostic partagé de la situation. La deuxième chose, et qui est l'objectif, je dirais, final de cette mission, c'est d'élaborer en fait le contrat programme qui va lier la SOGIPA à ses tutelles. De la plantation à la transformation jusqu'à la commercialisation des produits, tous les aspects de la chaîne de valeur du palmier à huile et DVA seront abordés durant ces assises. Il s'agit d'un programme global de relance et de modernisation de la SOGIPA. Donc ces ateliers qui démarrent aujourd'hui cadrent parfaitement avec la nouvelle vision de la SOGIPA. Donc, il y aura en tout 8 ateliers thématiques qui seront organisés, qui sont animés par un consultant international d'expertise France, accompagné d'un consultant national indépendant, qui viennent accompagner les cadres de la SOGIPA à identifier les véritables solutions pour l'avenir pour la SOGIPA. Assainir les finances en améliorant la gouvernance pour une SOGIPA qui répond non seulement aux ambitions des autorités, mais celles des populations, c'est le point nodal de cet espace de travail. La 51e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVG a tenu toutes ses promesses. 4 pays, dont la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal, étaient réunis à Conakry pour discuter des grandes orientations de cette institution sous-régionale. Les défis sont énormes, mais des projets comme l'aménagement hydroélectrique de Sambagalo et la mise en service de la ligne d'interconnexion se posent en termes de priorité. Boussa Bangoura. La Guinée, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau, 4 pays unis pour un objectif commun. 47 ans après, pour redynamiser l'OMVG, véritable instrument d'intégration, les travaux de la 51e session ordinaire du Conseil des ministres viennent de se tenir à Conakry. Pendant 2 jours, coordinateurs nationaux, cadres techniciens et experts des pays membres discutent les problèmes majeurs, les enjeux du moment, mais également faire le bilan des activités des années précédentes. À l'OMVG, le Conseil a engagé les États membres à soutenir activement la stratégie de mobilisation des ressources pour financer les projets prioritaires du PDDI, mais aussi au fonds de contrepartie pour garantir l'autonomie de la SOGESAT. Toujours au commissaire et son équipe, la révision des textes fondateurs afin d'aligner notre cadre juridique et institutionnel sur les standards contemporains de bonne gouvernance et de performance publique. Pour plus de résultats sur le terrain,
Le renforcement de la synergie des administrateurs au niveau national est souhaité. Ainsi, plusieurs projets et programmes sont adoptés pour le bonheur des populations des pays membres. Il s'agit notamment de la relance du projet d'aménagement hydroélectrique de Sambagalou, la mobilisation des ressources financières et l'opérationnalisation de la société de gestion et d'exploitation de la ligne d'interconnexion. Avec le bilan que nous avons fait ici à Conakry, nous avons constaté qu'entre l'année dernière et maintenant, les pas ont presque rattrapé un retard d'une dizaine d'années. Nous avons signé avec une grande joie et satisfaction toutes les résolutions autour desquelles nous avons discuté. Sur d'autres questions, les discussions vont se poursuivre. Je pense que les étapes prochaines vont être déterminantes pour que l'OMVG puisse mobiliser assez de fonds pour mener des grands projets structurants afin que nous puissions autour de nous fédérer la vie de nos populations en termes d'aménagement de plaine agricole. Le rendez-vous de Conakry a été un rendez-vous fructueux pour ces représentants des 4 pays membres de l'OMVG. Des représentants qui vont continuer à travailler ensemble pour mieux gouverner, préserver et développer durablement les États de cette institution sous-régionale. À Conakry et l'arrière-pays, plusieurs quartiers bénéficient de forages modernes et de réhabilitation d'infrastructures sociales de base, initiative menée par l'organisation humanitaire AC Mimani pour améliorer l'accès à une eau de qualité aux citoyens. Maïmouna Bella Diallo. Plusieurs quartiers de Conakry, ainsi que la sous-préfecture de Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Caria, bénéficient de nouveaux forages modernes. Une initiative de l'organisation humanitaire Hassan Humani, engagée dans l'adduction d'eau potable au profit des communautés. Objectif, contribuer au développement local et à l'amélioration des conditions de vie des populations. On a pu faire, alhamdoulilah, une dizaine de forages avec l'association Hassan Humani. Donc je tenais à remercier tous les donateurs qui ont participé de près ou de loin, qui nous ont fait confiance. Et on aimerait revenir en 2026. Notre communauté, c'est une communauté en majorité vulnérable. On a beaucoup de femmes que des hommes. On a aussi des enfants. D'autres enfants, parmi ces enfants-là, ont des handicaps. Donc, pour toutes ces raisons, quand on a quelqu'un devant nous, nous le prions de bien vouloir continuer de nous aider. Ce que vous nous avez fait comme ça, là, on fera bon usage. L'organisation Hassan Humani élargit désormais ses actions à l'arrière-pays. Après Conakry, Cap-sur-Mafereya, où les populations rurales profitent elles aussi de forages modernes et de la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales de base. Je remercie Allah Azzawajal qui nous permet d'œuvrer dans le bien. J'ai l'honneur de vous remettre les clés pour faire profiter au village. Que Dieu vous récompense. Amen, amen, nous sommes contentes. Parce qu'une vie sans eau n'est pas une vie. Je vous remercie beaucoup. En plus de ces réalisations, Hassan Humani poursuit ses actions de solidarité. Des vivres et non-vivres sont distribués aux orphelinats de Conakry. Des gestes humanitaires qui soulagent les bénéficiaires et renforcent l'élan de partage au sein des communautés. À Conakry, l'heure est au dernier réglage avant le Transform Africa 2025, prévu du 12 au 14 novembre prochain. Plus de 2000 délégués venus d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à Conakry. L'avenir de la transformation numérique du continent est le thème central de ce rendez-vous des acteurs du numérique en Guinée. Marie-Angélique Bangoura. Sous la coordination du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le chef de cabinet Mfanli Sila et son équipe multiplient les réunions et les visites de terrain pour finaliser les préparatifs. Objectif, faire de cette édition un événement vitrine du savoir-faire numérique guinéen. On veut utiliser aujourd'hui le secteur du numérique comme un socle pour accélérer le développement des différents secteurs identifiés dans le programme Simandou 2040. On se prépare à présenter cette feuille de route aux investisseurs, aux décideurs et à tout l'écosystème du numérique sur le continent, mais aussi d'ailleurs. Nous avons aussi des projets structurants dans le domaine des infrastructures, la construction d'un data center national qui a été inauguré il y a à peine un mois
les études que nous sommes en train de mener pour faire atterrir un second câble sous-marin en République de Guinée et d'autres projets structurants comme le projet de Technopole que nous voulons mettre en place. Notre démarche aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait un sommet éco-responsable, inclusif, avec une forte empreinte technologique. En partenariat avec Smart Africa, la Guinée mise sur une forte mobilisation autour de ce sommet continental. Les startups locales y joueront un rôle de premier plan, symbolisant le dynamisme et l'innovation du secteur numérique national. C'est vraiment une grosse opportunité pour nous d'attirer les projecteurs sur les startups guinéennes en général. Donc nous espérons en termes d'attente pouvoir accroître la visibilité de nos startups pour les investisseurs potentiels. Au centre émetteur, site principal du sommet, les travaux d'aménagement s'accélèrent. La ministre Rose Pola a visité cet espace qui se transforme progressivement en un village numérique. Avec le Transform Africa Summit, la Guinée entend affirmer sa place parmi les nouvelles locomotives du numérique africain. Dans l'actualité également, réunion de travail des membres du conseil d'administration du fonds d'investissement minier au cœur de l'échange, efficacité des actions pour les communautés impactées, rentabilité de l'État, une session qui se tient dans un contexte de transformation du secteur minier, de révision des stratégies de développement durable. Saint-Martin Fancinadounou. Le fonds d'investissement minier est un véritable outil de gestion durable des ressources naturelles, avec pour mandat de gérer et de valoriser les ressources minières, d'examiner les investissements et de promouvoir le financement des projets miniers, ainsi que de participer aux négociations des conventions minières. Son conseil d'administration vient de tenir sa 7e réunion. Il a été question au cours de cette réunion de faire l'évaluation des progrès accomplis en termes de mobilisation des revenus, des recettes, et en termes d'exécution des dépenses. En fait, le fonds d'investissement minier assure la gestion du budget d'affectation spéciale du ministère des Mines. Donc, tout ce qui est dépenses d'investissement du ministère des Mines passe par le fonds d'investissement minier. En plus de cela, le fonds d'investissement minier accompagne aussi le ministère dans la réalisation de certaines activités sur le terrain. Les enjeux abordés incluent la nécessité de renforcer l'efficacité des investissements tout en garantissant la durabilité des projets miniers dans un environnement économique en pleine mutation, marqué par les nouvelles normes environnementales et la demande croissante des ressources naturelles. Et il se trouve que sur le plan de la mobilisation des revenus, le niveau de mobilisation est très faible par rapport aux prévisions budgétaires. Donc nous avons demandé à la direction générale d'approcher le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Mines pour essayer d'accélérer la mobilisation des revenus avant la fin de l'année. Le conseil d'administration du fonds d'investissement minier a également discuté des partenariats publics-privés qui deviennent un levier essentiel pour soutenir la croissance du secteur tout en garantissant des bénéfices durables pour les communautés et l'État. Hajj 2026, lancement officiel du processus préparatoire. L'annonce a été faite ce lundi par les autorités religieuses. C'était au centre islamique de Donka, devant la presse. Les grandes lignes de l'organisation, les mesures d'inscription et autres aspects ont été longuement abordés. Et là, Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Se rendre en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj est un rêve pour de nombreux musulmans à travers le monde. Mais ce voyage sacré nécessite une organisation rigoureuse impliquant la gestion de plusieurs aspects. Au compte de cette année 2026, les autorités religieuses du pays sont face à la presse pour annoncer les grandes lignes du dispositif mis en place pour garantir un pèlerinage sûr et transparent. Le préfinancement a été totalement donné par le président de la République, qui a une exigence financière pour l'ensemble des 10 000 pèlerins qui doivent effectuer le Hajj au compte de l'année 2026. Donc ce préfinancement a permis à la Guinée, cette année, à réserver une meilleure zone très stratégique dans la réussite du Hajj à Mina et Arafat.
la prise en charge entière de tous nos compatriotes qui ont eu difficulté d'effectuer le Hajj 2025. À travers cette conférence de presse, le compte à rebours pour le Hajj 2026 est officiellement lancé en Guinée. Les candidats au Hajj sont donc invités à suivre attentivement les informations officielles pour éviter les pratiques frauduleuses et désinformations. Le prix officiel pour le Hajj 2026 est fixé à 58 325 000 francs guinéens pour le Hajj 2026. Cette année, des dispositions sont prises. Quiconque verse de l'argent à un tiers, quiconque passe par une agence dont on vous parlera tout à l'heure, qui n'est pas reconnue, ça, ce n'est pas nous, mais la personne aura affaire à la direction de la police judiciaire et à la justice. Il s'agit de l'agence Teiba. Ensuite, vous avez le groupe CAV Voyage. Vous avez au 3 le groupe Guinée Voyage. Vous avez le groupe Safa. Vous avez le groupe Hinna Tolérance. Vous avez le groupe Dunia Voyage. Ces agents sont retenus dans l'organisation du pèlerinage. Le Hajj, 5e pilier de l'islam, reste un moment d'unité et de foi profonde pour des millions de fidèles musulmans à travers le monde. Rendez-vous est donc pris pour 2026 sous le signe de la réussite et de la dévotion. À présent, parlons de la transparence climatique avec le lancement d'un projet permettant désormais au pays de voir avec plus de clarté l'évolution et la mise en œuvre des projets d'adaptation et d'atténuation du pays dans le domaine du changement climatique. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée vient de renforcer son arsenal institutionnel et technique dans la mise en œuvre de sa contribution nationale déterminée, le pays lance un ambitieux projet permettant désormais de mieux suivre les efforts d'atténuation et d'adaptation conformément aux engagements internationaux de la Guinée. Estimation des émissions de gaz à effet de serre. Le renforcement du suivi de la mise en œuvre de notre contribution nationale déterminée, l'optimisation de la communication sur nos progrès, tant au plan national qu'international. Avec ses partenaires comme le PNUD, le ministère en charge de l'environnement mobilise l'ensemble des acteurs sectoriels pour échanger sur une vision commune avec des indicateurs de transparence clairs et précis. Le projet que nous lançons aujourd'hui représente une réponse concrète aux dispositions de l'article 13 de l'accord de Paris, en alignant les efforts nationaux et sur le cadre pour la transparence renforcée. Ce document est une feuille de route qui permettra non seulement d'améliorer la collecte des données, des émissions de gaz à effet de serre, ensuite, il nous permettra de renforcer la mise en œuvre et le suivi de la CDN. Aujourd'hui, la Guinée s'inscrit dans une dynamique de réorganisation et de renforcement de ses efforts en matière d'atténuation, mais surtout d'adaptation face aux effets de plus en plus néfastes du réchauffement de la planète. À l'approche des élections présidentielles, la Maison du Savoir pour l'Humanité prône la cohésion sociale, le vivre ensemble. Des panels sont organisés pour interpeller les consciences sur l'importance de la paix et la quiétude sociale en cette période sensible. Mohamed Chérif Kamara, Abdul Karif Akid. C'est le rendez-vous de la paix et de la cohésion sociale pour la Maison du Savoir pour l'Humanité avant le scrutin présidentiel. Cette ONG se veut une plateforme d'échange et de partage d'expériences, tout comme une école pour promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat jeune. Aucune activité ne peut marcher s'il n'y a pas la paix. C'est une activité et une nécessité vitale pour pouvoir vivre. Inciter à la conscience collective, que chacun puisse comprendre qu'il n'y a pas une chose nécessaire à chercher que la paix. Et que certainement ce que nous initions aujourd'hui peuvent inspirer d'autres aussi à se mettre dans la danse pour promouvoir la paix dans notre pays. Des cadres de l'administration et de la société civile, mais aussi des acteurs politiques ont pris une part active aux différents panels pour débattre sur les valeurs humaines et vertus de la vie en communauté. La retenue et la lucidité pour une Guinée apaisée ont été vivement recommandées.
En tant qu'ancien fonctionnaire des Nations Unies qui a travaillé dans les missions de paix dans beaucoup de pays, en Afrique, en Asie et puis dans le Moyen-Orient. Et je pense que la paix elle est essentielle, la construction de la paix elle est essentielle pour un développement socio-économique durable, parce que c'est vraiment le plancher sur lequel on peut construire tous les piliers de développement. Je l'ai dit et je le répète, c'est dans déjà l'esprit des hommes que naît la guerre. Donc si on éduque quelqu'un et qu'il comprend quelle est sa responsabilité, quelle est sa part dans l'équilibre de la société, je pense que déjà on lui donne un passeport pour pouvoir s'affranchir de certaines manipulations. Depuis 2022, la Maison du Savoir pour l'Humanité entend ainsi concilier mondialisation et éducation morale. Elle compte aussi faire de la nouvelle génération une référence pour un développement universel. À Paris, la 5e édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat a rassemblé des milliers de visiteurs venus s'informer, échanger, construire leur avenir professionnel. Parmi les exposants, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel. Il a marqué les esprits par son dynamisme et son engagement pour le développement des compétences locales. Komara Moussa, envoyé spécial. Aux allures de Russes d'ambition et de talent, la 5e édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat de Paris s'achève. Au cœur de ce carrefour d'opportunités, un nom attire les regards. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Étudiants, diplômés ou jeunes entrepreneurs viennent nombreux pour échanger avec les conseillers de l'Office pour comprendre les offres. J'ai un peu expliqué mon projet et la dame m'a bien expliqué et comment et quand est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la réalisation de différents projets qui vont dans ce sens. Donc je suis agréablement surprise par nous. Concrètement, ce que j'ai proposé, c'est potentiellement apporter mon expertise sur certains sujets en formant des Guinéens de manière gratuite. Par sa qualité d'accueil, la clarté de ses supports et la pertinence de ses interventions, l'Office incarne une Guinée ambitieuse où la formation devient un levier de développement économique et social. Notre présence ici aujourd'hui consiste à communiquer avec la diaspora guinéenne de Paris et pour leur inciter justement à pouvoir créer des cabinets chez nous. L'idée étant justement de contribuer au développement du capital humain guinéen. Ici, pas un simple stand. On parle formation et insertion. Le processus d'habilitation, les valeurs de l'institution sont présentées. Une opération de séduction qui s'apparente comme un succès. Ça a été un coup de maître, vu l'engouement des participants envers notre salon. Et nous pouvons déjà être rassurés qu'on a très bien fait de participer à ce salon et surtout de prendre un stand. En participant pour la première fois à ce salon, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel réaffirme sa volonté d'être un partenaire stratégique du développement du talent et de l'employabilité en Guinée. Enfin, valorisation de l'art culinaire guinéen, dégustation des mets locaux. C'est à l'occasion d'un événement qui associe la gastronomie à l'exposition du textile Made in Guinée. C'est le ministre de la Culture, Moussa Moïsila, qui a présidé la cérémonie. Bossman, Mamadou Djoumaba. C'est la 4e édition du Salon de la teinture et du textile, couplée avec la 3e édition de la fête de la gastronomie guinéenne à travers le concept La Guinée Kouri, organisé par l'ONG Culture et Fierté guinéenne. Dans un premier temps, il s'agit des expositions des tissus Made in Guinée, de tissage, défilés et prestations artistiques. Alors que nous célébrons notre 4e édition du SATEC et notre 3e édition de la fête de la gastronomie guinéenne, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes collaborateurs, ces véritables guerriers de la culture guinéenne. Ce sont des patriotes qui agissent avec passion et détermination pour le rayonnement de notre culture sans rien demander en retour. La 2e étape est consacrée à la dégustation de l'art culinaire guinéen composé de mets succulents. Un véritable rendez-vous des gourmets. La Guinée possède un patrimoine culturel d'une valeur inestimable. Du Lépi au Ngara, en passant par le Kendélé, la forêt sacrée, le damier, autant de textiles qui témoignent du génie créateur de nos artisans, du Konkoué Tourebeli
au Maraboulaye, du Tombo, au Bourare, tout cela prouve à suffisance la richesse de la Guinée dans toute sa diversité. Ce salon que nous ouvrons aujourd'hui se veut une plateforme de rencontres, d'échanges fructueux, de découvertes enrichissantes et d'opportunités entre artisans créateurs, entrepreneurs, promoteurs, institutions et partenaires techniques et financiers. Cet événement est une occasion de mettre en valeur l'identité guinéenne à travers notre accoutrement et notre cuisine qui constitue un véritable branding national. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.